C'est vraiment la Rolls-Royce pour 2025. Oh là là. B2B, comment introduire le truc? Coup par rendez-vous, coup par call à 18 €. Enfin, c'était n'importe quoi. Le canal qui récolte la palme. Qui a généré d'ailleurs la quasi-l'intégralité de nos leads aujourd'hui. On vous a préparé une petite tier list. On a pris une liste, donc là, vous le savez, hein, la liste des 21 techniques de génération de leads qui vont nécessairement faire parler d'elles en 2025. Et à la lumière de nos expériences, de notre propre subjectivité, ça va être giga subjectif ce live, mais subjectivité qu'on back avec notre expérience, nos data et les résultats qu'on a générés ou pas avec ces canaux. On va vous présenter une classification sous forme de tiers, donc tier list, allant de E, c'est-à-dire vraiment oublié à notre sens, vraiment à S tiers, c'est-à-dire vraiment les canaux super, S comme super, qu'il faut absolument bourriner l'année prochaine, sur lesquels il faut absolument monter en compétences, parce que résultat de fou. Et on a même poussé le vice jusqu'à vous proposer, et là vous allez le voir à la fin tout à l'heure, vous proposer le S plus tiers, c'est-à-dire vraiment le canal qui récolte la palme et qui, à notre sens, doit absolument être dans tous les mix marketing en B2B l'année prochaine. Qui a généré d'ailleurs la quasi-l'intégralité de nos leads aujourd'hui. Enfin, on va pas se le cacher, c'est vraiment pas une recette miracle, mais en tout cas la recette qui fonctionne pour nous et qui fonctionne aujourd'hui pour nos clients. Donc ouais, on prend aucun risque à vous la partager, à vous recommander de la mettre en place. Exactement. Et comme d'habitude, on vous a préparé une surprise de fou qu'on vous présentera en détail à la fin, d'accord? Qu'on vous présentera à la fin. Forcément, il fallait qu'on s'attache à un certain nombre de... Voilà, qu'on s'arrête sur des métriques qui nous permettent de quantifier très concrètement ce sur quoi on va s'arrêter, ce sur quoi on va évaluer les canaux. Donc, pour ça, on s'est basé sur le Nec Plus Ultra des frameworks de priorisation en growth marketing, qui est le framework ICE, de Sean Ellis, dont on vous recommande la lecture incessamment sous peu. S'il y a un livre à lire sur le growth, c'est celui-ci. C'est Growth Marketing, c'est Hiking Growth de Sean Ellis. Et Framework ICE étant une notation sur 10 de l'impact de l'action hypothétisée, la confiance quant à la résolution, la réalisation de cet impact-là, la production de cet impact et la facilité de mise en place is. Donc, ça a été les 3 critères qui nous ont permis de classifier tout ça. Et on va vous présenter tout ça tranquillou. Le premier, à mon sens, on va parler du setting. On en a déjà parlé je ne sais pas combien de fois, on va continuer d'en parler. Le sujet de la prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que le setting, à notre sens, c'est vraiment la Rolls-Royce pour 2025. De notre côté, ça a vraiment tout changé, à condition effectivement de, quoi qu'il arrive, de bien le faire. Ça a littéralement doublé notre nombre de leads. C'est quelque chose qu'on a systématiquement observé chez tous les clients, et ça se compte en plusieurs dizaines, chez qui on l'a implémenté. C'est vraiment, à notre sens, le Nec Plus Ultra en B2B l'année prochaine. Petite parenthèse, on part du principe à chaque fois que le canal en question doit être correctement utilisé, que les techniques afférentes sont correctement pratiquées. Forcément, n'importe lequel de ces canaux mal pratiqué, ça sera un E quoi qu'il arrive, d'accord? Le truc trop cool avec le setting, c'est qu'il est simple de mise en place. Et c'est d'ailleurs ce qui peut faire un peu sa faiblesse, c'est qu'il paraît tellement simple de mise en place qu'on passe à côté de ces petites subtilités parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais techniquement, c'est très très simple. Ce qui est génial, c'est qu'il y a une corrélation très rapide parfaite entre l'input et l'output. On sait que si on envoie tant de messages, on va générer tant de conversations, et que ces tant de conversations vont nous générer tant de rendez-vous. Et ça, c'est génial, c'est tout ce qu'on veut. Donc, c'est prédictible, c'est très versatile. On peut le faire sur n'importe quel canal, sur LinkedIn, sur n'importe quel réseau social, en fait. À mon sens, le point de méfiance, c'est de se méfier un peu de la ruée vers l'or en 2025, parce que de plus en plus de monde vont le faire, donc de plus en plus de monde vont très mal le faire. Donc, il va quand même falloir rester vigilant et rester innovant. Exactement, c'est comme tous les canaux, on l'a vu pour du call mailing, on l'a vu pour l'outreach LinkedIn, on l'a vu pour du cold call. Il y a toujours une phase où tout le monde court, et on le voit de plus en plus. Il y a même des outils IA aujourd'hui qui émulent un travail de setting. Donc voilà, on sait qu'il y aura à chaque fois une baisse de qualité par cette stratégie de volume. Pour l'instant, si vous faites bien les choses, si vous préparez la draft et le script comme il faut, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, le conseil, on peut le donner maintenant, mais le conseil pour le setting, c'est que déjà, là, avant même d'imaginer une stratégie complète, d'avoir un CRM, la gestion, bref, de tout backer, commencez déjà à réaliser au moins 5 échanges
5 personnes avec qui vous échangez toutes les semaines dans cette optique-là de setting, avant même de penser à une stratégie plus costaud que ça, quoi. Bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et moi, de mon côté, j'ai un petit problème avec le bouche à oreille. Quel problème j'ai? C'est que je le vois plus comme un indicateur qu'un canal en tant que tel. Pourquoi? Parce que le bouche à oreille va être avant tout révélateur d'un bon produit, d'une bonne offre, d'une bonne delivery et d'un bon positionnement. Et potentiellement aussi d'une bonne capillarité de marché. Parce qu'il y a des marchés au sein desquels les gens parlent très très peu. Et on peut avoir le meilleur produit au monde, les gens juste ne parlent pas entre eux. Et donc, ça va être très compliqué d'avoir un bouche à oreille solide. Donc, pour moi, en fait, le bouche à oreille va être un proxy, une retombée bien heureuse, mais ça va être très compliqué d'en faire un canal en tant que tel. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est compliqué d'être proactif et de déclencher tout ça. Il y a plein de façons de faire, mais ça peut tendre à être un peu imprédictible. Et le deuxième, c'est que, et ça, c'est ce qu'on constate chez énormément de nos clients, c'est que le bouche à oreille donne l'impression que l'acquisition, finalement, c'est facile parce que les clients rentrent jusqu'à ce qu'ils rentrent plus. Et on se retrouve avec des boîtes qui sont complètement anesthésiées quant à leur acquisition et qui, au bout de quelques années, ont complètement siphonné leur bouche à oreille parce qu'au bout d'un moment, diminishing return, rendement décroissant, comme pour tout, ça s'étiole et se retrouvent complètement à poil parce qu'ils ont bâti aucun système d'acquisition, ils ont bâti aucun actif et ils doivent tout rebâtir de zéro alors que leur structure de coût, elle, ne leur permet pas de repartir de zéro. Pareil, hein, d'ailleurs, ce qu'on voit, hein, c'est que tous les clients qui viennent nous voir, nous, c'est même un indicateur aussi de base. C'est que si un bouche à oreille, c'est la meilleure façon de voir s'il y a une qualité aussi dans l'offre, dans le produit qui est travaillé. Donc, pour nous, d'ailleurs, la plupart des clients le sortent en top 1, hein, bouche à oreille, réseau. Généralement, c'est les deux premiers qui ressortent sur l'acquisition. D'ailleurs, et très souvent, c'est les seuls. Or, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est pas un vrai canal, c'est pas une vraie stratégie à part entière. C'est effectivement pour moi plus une résultante. Donc, pour moi, ouais, c'est ça. C'est, moi, ce que je recommande à toutes les boîtes, c'est de viser le nombre d'or de l'acquisition. C'est-à-dire, travailler, veiller à ce qu'au fur et à mesure, on ait un ratio parfait, un équilibre parfait entre son inbound, son outbound et son, bouche à oreille. L'inbound, ça montre qu'on a une brain forte et qu'on a une assise en termes d'organicité qui est forte. L'outbound, ça montre qu'on est résilient et on sait aller chercher nos opportunités. Et le bouche à oreille, ça montre qu'on a un delivery fort, un bon positionnement et que les gens parlent de notre produit parce que c'est le feu. Et l'objectif, c'est d'être équilibré. Équilibre dit résilience. Alors, On on le le met met où? où, du coup? Ouais, c'est ce que j'allais Alors, dire. moi, justement, à la vue de tout ça, moi, j'étais tenté de le mettre, alors je vais faire grincer des dents, j'étais tenté de le mettre en C. Et toi? Ouais. Bah, moi, j'ai envie de dire pareil, hein. En tant que canal d'acquisition, pour moi, la prédictabilité, elle est quand même assez limitée. La facilité, bah, elle dépend encore une fois de la qualité. Bref, si on prend vraiment nos critères qui sont ici, tout est assez moyen, on va dire. Donc, c'est très bien pour comme indicateur et pour amorcer un développement, une croissance. Mais en faire un vrai canal d'acquisition qui va permettre d'accélérer tout ça, c'est compliqué. On passe à la suite. Cold Ouais, email. n'hésitez pas à nous dire, hein. Encore une fois, on répète, après on ne répétera plus, mais n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez. Alors, le cold email, où est-ce que vous le mettez? Il y a 2 ans, 3 ans, je t'aurais dit, je l'aurais mis en A+, voire S, Mm. honnêtement. Aujourd'hui, c'est plus compliqué quand même. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut C'est en dire? compliqué. Bah, là, clairement, le cold emailing, alors il y a eu beaucoup de changements. Les gens sont de plus en plus aseptisés par des copywriting qui se ressemblent. Il y a eu un effet mass market puisque c'est un outil de base qui nous permet cet usage-là. Donc, les gens en ont un peu marre, hein, forcément. Donc, même si on se bat pour créer les meilleurs copywriting, c'est toujours un canal qui est très complexe à venir craquer. Donc pour moi, ouais, effectivement, il a chuté dans le classement là sur ces dernières années et d'autant plus là sur cette fin d'année avec tous les couacs qu'il y a pu avoir avec Google là et Gemini qui ont encore plus limité et du coup enlevé un des rares avantages qu'avait pour moi le cold emailing, enfin des rares, mais un des seuls avantages qu'avait le cold emailing, c'est ce côté mass market. Finalement, alors c'est pas plus mal hein, pour la plupart d'entre vous, d'un point de vue marketing, pour moi ça lui enlève une de ses principales caractéristiques. Donc pour moi, ouais, je le mettrais vraiment au milieu du classement hein, concernant le cold emailing. Le temps peut-être que les choses se remettent en place, le temps qu'on y apporte peut-être quelque chose d'un peu plus conversationnel, un peu plus efficace. Mais en tant que tel, là, sur le classement, je lui attribuerai un milieu de classement, quoi. Le cold email, pour le coup, ça reste. Le cold email ne va pas disparaître. Mm. Non. Parce qu'on continuera tous d'avoir des boîtes mail, donc
ça ne disparaîtra pas par définition. Par contre, est-ce que le cold email est en train d'observer une vraie inversion d'épaule? Est-ce qu'il y a une singularité qui se produit quant au cold email? Ouais, de fou, pour toutes les raisons que Christian a invoquées. Et donc, qui dit inversion d'épaule dit que là, il faut désapprendre tout ce qu'on sait. Quant aux outillages, quant aux pratiques, quant au copywriting, et repartir une feuille blanche. Et donc, pour moi, l'opportunité en 2025 va se trouver chez ceux qui justement repartent des premiers principes, repartent d'une feuille blanche et à mon sens repartent sur des choses qui ne scalent pas du tout, repartent sur une prospection la plus manuelle possible et repartent dans une expérimentation ultra besogneuse en fait pour trouver ce qui marche. Pour moi, le cold email en 2025, pour nous, c'est quelques emails envoyés par jour, une boîte mail, un outil d'enrichissement et du bon sens. On le met où? Moi, j'étais tenté de le mettre en D, honnêtement. Moi, je le mettrais quand même en C. Je pense qu'il y a quand même du potentiel. Quand même du potentiel. Il faut bien le comprendre. Il faut limiter. Il faut bien travailler l'approche. Le mixer avec du multicanal. C'est quand même, pour moi, assez technique, hein, le cold emailing, hein, avec le setup DNS, etc. Donc, pour moi, ouais, je le dirais ou C ou D, effectivement. Ok. On peut le mettre entre les deux. Écoute, moi, je te propose qu'on mette un petit C. Ensuite, canal suivant. Bah, je te laisse l'introduire. SEO, ouais, SEO. le SEO qui reste un Qu'est-ce que tu en indémodable, pensais? un indémodable. Ça fait longtemps que les gens l'approchent comme étant un peu disparu. C'est faux, hein. Il y en a et on le voit encore aujourd'hui parmi nos clients où c'est vraiment dans le top acquisition. Donc pour moi effectivement, ça reste un canal qui est très efficace, qui est quand même un peu technique, chronophage et qui requiert quand même aujourd'hui un bon niveau de maîtrise. Pas forcément sur la partie SEO, mais aussi sur la partie content, parce que justement les algorithmes Google ont bien travaillé pour que la qualité en fait rédactionnelle, la qualité sémantique puisse vraiment être mise en avant. Donc du coup, ça en fait quand même quelque chose de beaucoup plus technique qu'avant dans l'approche, vu qu'on y met la qualité de rédaction. Ce qui est génial avec le SEO, c'est que les effets cumulés sont légendaires au bout d'un moment. Voilà, au bout d'un moment, ça clique et on part en exponentiel, c'est trop bien. Le trafic peut être très intentionniste et les leads très très qualifiés, ça c'est génial. Par contre, forcément, c'est très chronophage, ça demande beaucoup plus de ressources que ce qu'on pense. C'est très fortement concurrentiel, on peut vite décrocher et ça peut mettre du temps à décoller. Et donc, pour toutes ces raisons, nous, on était tentés de le mettre où, Christian? Voilà, on était sur du B, hein, entre du A et du B pour le coup. Ouais, pour moi, c'est un gros B. Ouais, et aussi le tips associé au SEO, là, n'hésitez pas à utiliser aussi les IA, notamment parce que pour le coup, ils sont quand même bien structurés aujourd'hui pour donner une qualité aussi à vos contenus rédigés. Là, je parle bien du SEO, pas alors technique, effectivement, c'est des choses qui sont très listées, très basiques. Je parle vraiment du SEO sémantique, donc tout ce qui est de la rédaction d'articles. À ce niveau-là, aidez-vous de l'IA. C'est vrai que ça fait gagner du temps. Ça va pas parfaire votre article, mais en tout cas, ça fait gagner un temps monstre pour la création. Ah, là, on va. Là, oh là là. Ok. Influence B2B. Comment introduire le truc? On en a discuté pas mal avec Christian de l'influence B2B. Pareil, on est très curieux de savoir ce que vous en pensez. À titre perso, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, dans quel tiers vous le mettriez et pourquoi. Parce que je le trouve assez intriguant, ce canal. Nous, alors, pour contextualiser, on l'a très peu testé de notre côté. D'accord. Par contre, on sait que des boîtes ont de très bons résultats dessus. Ce qui est génial avec l'influence B2B, déjà, c'est que quand ça marche, c'est du pay to win. On va verser un cachet de temps pour un influenceur pour récolter tant de conversions. Ça, c'est génialissime. Par contre, le truc, c'est que très souvent, ça s'avère bien plus cher que ce qu'on croit, avec des taux de conversion qui sont pas forcément très fous. Ça nécessite d'avoir un excellent produit et un excellent funnel de conversion, déjà un très bon product market fit si on veut si on veut un ROI rapide. C'est vachement plus difficile de mise en place que ce qu'on pense, parce qu'il faut une vraie congruence entre l'influenceur, l'audience qu'on adresse et notre marché. Ce qui peut être vachement tendu. À titre perso, sur LinkedIn, et là c'est purement personnel, vraiment grosse parenthèse et tout perso. Moi, les posts, j'en fais pas en fait des posts sponsors sur LinkedIn, parce que à titre perso sur LinkedIn, je trouve ça cringe, ça me tend. Je trouve ça artificiel, je trouve que la plupart du temps c'est mal fait. Génial si ça génère des conversions, génial si ça génère du résultat. Moi, à titre perso, je trouve ça grillé à 10 Ouais. km. Je vais y apporter une petite nuance. Effectivement, moi personnellement, je trouve que l'influence B2B dénote quand même un peu de l'influence B2C, dans le sens où l'influence B2C fonctionne très très bien. C'est un des canaux qui fonctionne le mieux, hein, en B2C, clairement. Et pour moi, la vraie différence entre les deux, c'est que en B2C, j'ai l'impression que les influenceurs sont vraiment des personnes qui sont un peu éloignées de vos services, peut-être moins de sens, quoi. Donc effectivement assez partagé aussi sur ce canal-là, On peut le faire sur d'autres canaux, bien mais sûr.
À mon sens, le point de friction, c'est souvent, effectivement quand il y a pas d'alignement entre, l'influenceur et son utilisation de l'outil quand il n'utilise pas, l'outil en premier lieu. La meilleure façon de procéder à notre sens, encore une fois, subjectivité, Mmh, c'est, de prendre des utilisateurs qui sont fans, des influenceurs qui sont déjà ce qu'on appelle des power users et leur mmh, laisser carte blanche quant à ce qu'ils ont envie de dire. Et en fait, il vaut mieux travailler régulièrement avec un seul et même influenceur, qui va régulièrement parler de nous, jusqu'à, quitte à en faire un ambassadeur, plutôt que de chercher une énorme versatilité, une énorme horizontalité, quoi. Donc, pour tout ça, nous, on était tentés de le mettre en D. ouais, effectivement. Bah, d'ailleurs, ça sera sa place, hein, encore une fois, c'est notre avis. On va pas à chaque fois se le répéter. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment purement personnel de notre côté. Mais effectivement, l'influence B2B prend sa place en D sur notre classement. Bah, faut bien qu'il y ait, du D, du C, du D et du E, Oui, pour mettre en valeur, le reste, hein, de toute manière. effectivement, Et effectivement. Duralex, c'est de l'ex. Ensuite, on va enchaîner sur, la VSL Funnel. La VSL, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo sales letter. C'est-à-dire, l'équivalent d'un webinaire, OK, en tant que tel, un webinaire de vente, donc un pitch, une présentation d'offres, mais, faite de façon ce qu'on appelle evergreen. C'est-à-dire que c'est vraiment une vidéo en tant que telle, sans qui pas donc produite en live et qui va être mise sur une landing page, une page de vente avec pour objectif, d'aller chercher une conversion. Donc conversion qui peut être, bah, soit la vente directe d'un produit pour du low ticket, soit un booking de, une réservation d'appel, vers un appel de closing ou vers un process de vente pour des produits un peu plus high ticket. Et donc la vidéo sales letter, la VSL, c'est vraiment ce travail-là de formalisation d'un pitch pour présenter une offre très concrète à une audience très précise. Et le VSL funnel, c'est vraiment tout l'entonnoir de conversion qui va permettre de montrer cette VSL-là à la bonne audience par le bon canal. Voilà. Donc le VSL funnel, c'est de ça dont on va parler. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, nous, on s'est testé il y a pas si longtemps que ça, mine de rien, hein, sur la VSL. On a déjà des bons retours. Le concept nous plaît, en tout cas nous parle. Donc là, oui, je pense que encore une fois, là pour moi, grosse surprise là de l'année. Alors même s'il y en a plein qui l'utilisent depuis plusieurs années, nous de notre côté, je sais pas que c'est une révélation, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'on a pu mettre en place sur nos landing pages, pardon. Donc ouais, belle surprise en tout cas de mon côté. Ouais, clairement et il y a 2 façons de l'utiliser. Il y a, la façon qu'on appelle, direct response, désolé pour les anglicismes, mais c'est vraiment, en gros, mettre en place un entonnoir, qui permet de confronter la VSL, de la montrer à une audience froide, via de l'Ads, généralement. Ça, c'est très cool quand ça fonctionne. Par contre, ça peut être très fastidieux de mise en place, a priori et ça demande Ouais. vraiment, vraiment une certaine mise de départ en temps, en énergie, en argent parce que, va falloir tester plein de VSL différentes, plein de formats, plein de scripts, plein de messages différents, plein d'audiences différentes. C'est vraiment une machine à part entière. Par contre, quand la machine tourne, on imprime de l'argent, en fait, hein, très concrètement. Et après, il y a la VSL bas de l'entonnoir, des VSL axés vente, c'est-à-dire une vidéo de présentation à destination d'une cible avec laquelle on a déjà engagé un échange. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est vachement plus facile de mise en place pour accélérer des cycles de vente, faciliter des conversions sur la base, encore une fois, de prospects déjà engagés dans une discussion. Le truc, c'est que le VSL funnel en tant que tel, au premier sens du terme que je viens de détailler, ça nécessite vraiment pléthore de compétences bah, en ads, en copywriting, en production potentiellement audiovisuelle, et ça nécessite ouais, une certaine mise de départ, comme je l'ai dit. C'est pour ça que voilà, j'aurais un premier type déjà, c'est de vraiment, itérer comme pas possible sur le script, quitte à, tester plusieurs VSL vraiment, drastiquement différentes et de se faire accompagner. Se faire accompagner par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, parce que, non seulement ça va vous permettre de monter en compétences, mais surtout d'éviter énormément d'erreurs que de toute façon vous allez faire. On le met où? Eh ben écoute, on va le mettre au niveau du B, hein. Je pense que Ouais, je pense que c'est un bon B, c'est hein. la bonne place. Sachant que, encore une fois, hein, là, ce qui fait un peu défaut cet élément-là, c'est vraiment, encore une fois, la mise en place, qui est assez technique. Donc, si je représente, hein, la facilité de mise en place qui est un gros élément. Et du coup, ça, c'est vrai que pour moi, ça rajoute, voilà, des points de friction à cet élément-là. Ouais. Donc, pour moi, c'est un B. Next challenger, on va parler de YouTube. YouTube. Pareil, YouTube. Ce qui est trop cool avec YouTube, c'est que quand ça pète, ça pète. C'est-à-dire que la viralité peut être exponentielle, vraiment. Et une bonne vidéo qui viralise bien, avec les bons appels à l'action dedans, peut desservir en lead pendant plusieurs mois, littéralement. Et donc,
c'est absolument exceptionnel quand c'est bien fait. Par contre, il y a énormément de variabilité et au-delà, c'est même pas de la variabilité, c'est de la variance. On va voir pourquoi. YouTube, viralité exceptionnelle quand ça viralise, ce qui est plutôt rare. Les retombées sont longue traîne aussi, ça c'est cool, ça fonctionne comme du SEO, YouTube étant le deuxième Mhm. moteur de recherche. Ça génère des effets cumulés, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, les vues vont s'accumuler et ça c'est génial. Ça permet de créer une belle proximité avec l'audience aussi parce que forcément, bah, une vue qui va durer potentiellement plusieurs dizaines de minutes n'a pas du tout la même valeur qu'une vue de post, une lecture de post sur LinkedIn qui va durer quelques secondes, faut pas se le cacher. Donc, il y a plein d'avantages à YouTube. Par contre, c'est très difficile de mise en place et on parle en connaissance de cause. Hein, Mhm. c'est vraiment le canal aujourd'hui qui nous demande le plus de travail côté Skelésia et on le voit hein, tant sur le côté éditorial que sur le côté production et sur le côté post-production aussi, le montage et ainsi de suite. Et c'est pour ça que on va vous faire la petite reco qu'on va vous faire juste après. Ça demande une grosse mise de départ. La vidéo, ça coûte cher. Ça coûte cher en argent, mais ça coûte cher en temps aussi. Parce que les vidéos, il faut les préparer, il faut les écrire, il faut les retravailler a posteriori, il faut réfléchir à ce qu'on fait, il faut analyser ses résultats. Donc, ça se fait vraiment pas à la légère, à notre sens, si on veut faire les choses sérieusement. Bah là, c'est plus à toi de me dire, hein. Moi, effectivement, j'aurais tendance, par sa complexité, par le fait, en termes de conseils, enfin, là, on peut le donner, hein, mais pour nous, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait personnellement, c'est clairement de se faire accompagner. Ça s'invente pas, c'est technique, c'est coûteux si on ne sait pas faire, donc on peut très vite tomber sur des budgets mirobolants. Donc pour ces éléments-là, moi voilà, c'est vraiment un placement entre C et D, encore une fois. Donc au vu de ce que ça nous apporte aujourd'hui, je dirais qu'on est plutôt sur un C parce qu'effectivement ça a mis du temps avant de partir, mais qu'aujourd'hui on commence à en récolter les fruits, hein, donc ça c'est plutôt sympa. On va le mettre en C, mais qui peut tendre vers du S. C'est-à-dire que si on arrive à en faire un S pour sa boîte, c'est un S++, vraiment. Mais la marge de progression nécessaire pour le passer de C à Mm. S est quand même colossale. Et vraiment, faut se donner le temps. Je pense que c'est le canal le plus fastidieux que je connaisse. Et on peut enchaîner. Ah, le seul E, on peut le dire Bon bah ça direct. y est, Hein. t'as J'ai teasé. teasé. Il y a encore des gens qui essayent de prospecter par SMS. Moi, j'ai noté en prise Force à eux. note, j'ai noté intrusif, plus. Il y a plein d'autres Ouais. canaux de prospection que le SMS, honnêtement. Et ça va être très, très compliqué de se faire accueillir comme il se doit avec du SMS. Ça peut être intéressant, encore une fois, en touchpoint multicanal, ça peut être intéressant. Donc SMS, mais même il y a le voicemail, enfin bref, il y a des trucs intéressants à faire. Nous, on l'a placé en E parce qu'effectivement, on le trouve intrusif, mais ça veut pas dire qu'il y a rien à en faire. Il y en a, j'imagine, ils l'utilisent très bien. Le B2C l'utilise très bien. Dès qu'il y a des nouveautés, dès qu'il y a des soldes, vous avez très certainement dû en recevoir aussi sur les Black Friday, etc. Ça permet d'alerter pour des consommateurs qui sont déjà existants. Donc ça reste intéressant, surtout sur du produit. Là, on est en B2B. Pour moi, effectivement, il a clairement sa place en E. Et il y a effectivement, là, on parle de SMS au sens prospection du terme. On parle pas de Mm. SMS automation qui se base sur une audience qui est déjà engagée. Hein. Et de toute Bien façon, le sûr. SMS automation sur du B2B, voilà, ça peut se faire, ça peut fonctionner, mais ça va être à la marge. Mm. Là, on a surtout parlé de prospection, de SMS outreach. En fait. Clairement. Bon, on va pas Je crois qu'on s'attarder met plus sur l'œil. le SMS, hein, si ce n'est Ouais. que oubliez, si vous l'avez en tête, ça prend peu de temps, c'est un peu coûteux. Mais voilà, Beaucoup je trop pense qu'on va clivant pas là. passer 10 ans là-dessus. Le On passe podcast, au Benoît, celui-là, il est pour toi. podcast. Le podcast, il est pour moi. Il est pour moi. Micro de podcast. Le Shure SM7B. Allez-y, c'est de la bonne. Alors, le podcast. Je vais en surprendre plus d'un. Bah, c'est un canal qui est vachement, qui fonctionne extrêmement bien sur des cibles grands comptes parce que tu peux l'utiliser comme canal de prospection dont la cible va être l'invité de ton podcast. Donc, tu utilises le podcast comme moyen d'échanger avec ta cible qui est difficilement accessible et ensuite tu te bases sur ce qu'elle t'a donné pour lui faire des recommandations. Je sais que Jordan de Bulldozer fait ça, c'est un de ses canaux de prédilection. Quand c'est bien fait, ça marche de fou. Le podcast, de notre côté et de ce qu'on a observé, en fait, il y a clairement eu une grosse vague podcast. D'ailleurs, c'est marrant, je l'avais prédit dans un post il y a un peu plus d'un an que ça allait s'essouffler de fou et que vraiment la vague, vraiment le raz-de-marée podcast business qu'on a vu fleurir sur YouTube, dans laquelle on s'est engouffré aussi, hein, allait s'essouffler.
et c'est clairement ce qui s'est passé. Il y a eu un rendement décroissant de fou. Pourquoi? Parce que, la densité, la qualité moyenne des podcasts a baissé, forcément. Ça a régressé vers une moyenne qui était pas très élevée et le truc, c'est que, c'est un format en tant que tel qui est un peu passé de mode. Et c'est un format qui aujourd'hui s'est, gentrifié, c'est-à-dire qu'il s'est cristallisé autour de quelques podcasts qui raflent la mise, hein. C'est quasiment un marché, winner takes all aujourd'hui parce que bon, un podcast de 2 heures, on va pas en regarder des caisses, toutes les semaines. Donc on va en choisir quelques-uns de référence sur lesquels on va se raccrocher, sur lesquels on va se concentrer. Et donc c'est très compliqué de faire sa place aujourd'hui. À mon sens, en audio seulement, sans vidéo, c'est une perte de temps, parce que, c'est très compliqué à viraliser. Moi, je suis honnêtement, nous, le podcast, on va continuer d'en faire, on en fait toujours. Par contre, en tant que canal d'acquisition de lead gen en tant que tel, je vais le mettre en C. Ok, on s'en a avoir pas mal lancé. Les gens vont Ah, vous dire, mais ils allez sont à voir, la il y a décennie, ils vraiment mettent une tout en moyenne. Prussienne qui va se dessiner, hein. Ça va être marrant, Ouais. mais vraiment, il va vraiment y avoir du peuple en C, en C, en B et en A, quoi. La session J'espère. stratégique. Donc là, il faut qu'on définisse un petit peu. Alors, ce que nous on entend par session stratégique, donc là, c'est assez propre, on va dire, à nous. On n'a pas encore trouvé le bon terme pour parler de cette petite modification. C'est en fait de passer votre call to action un peu classique, c'est-à-dire sur une prise de rendez-vous, donc généralement ça s'applique plutôt à du service, ce biais-là, mais sur une prise de rendez-vous, sur un échange avec l'un de vos commerciaux, en fait de le transformer assez rapidement en un premier bénéfice qui est en fait transformer ces premiers appels, même si derrière il se passe quasiment la même chose, mais c'est vraiment cette action de le passer d'un prise de rendez-vous avec un commercial à une session stratégique, à un audit offert, à en fait un vrai bénéfice qu'on va apporter. Nous, ça, on l'a opéré là sur cette année. C'est vrai qu'il y a déjà de un, ça se met très vite en place. Derrière, ça se market beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus simple à vendre une session stratégique, un audit offert qu'un rendez-vous avec un commercial. Donc forcément, pour nous, ça, c'est quelque chose qui était assez banger sur cette année. Et c'est quelque chose qui se met en place très facilement. C'est une stratégie marketing à part entière. C'est, on va dire, apporter une nouvelle structure à ces CTA pour aller chercher du rendez-vous. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne extrêmement bien, encore une fois, quand c'est bien fait et bien amené. Ce qui est trop cool, en fait, c'est que ça, dans une logique très, infopreneuriale, ça transforme vraiment le R1, c'est-à-dire l'appel de découverte, en simili produit d'appel, c'est-à-dire en apport de valeur. C'est-à-dire que le coût du temps passé en tant que prospect, dans un appel de découverte au sein duquel on sait on va se faire pitcher un truc, en fait, devient un gain, c'est-à-dire un apport stratégique prodigué par un expert. Donc, on transforme quelque chose de commercial en un petit produit d'appel, en un apport de valeur. Et ça, c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Deux petits bémols. Bien surveiller la qualité des leads parce qu'effectivement, on peut vite se retrouver avec Ouais, des interlocuteurs qui sont juste pas qualifiés pour discuter curieux. avec nous, hein. C'est-à-dire qu'ils sont soit pas du tout éduqués quant à leurs problèmes, qui ont même pas conscience du problème ou alors qui n'ont pas de problème, soit qui sont pas solvables, avec qui ont juste pas de budget pour travailler avec nous. On est très content de les aider, mais il faut que chacun valorise son temps. Et c'est pour ça que ça ne doit se faire qu'au prix de bons filtres à l'entrée. Donc nous, on suggère de vraiment mettre un typeform qui permet de disqualifier en fait les prospects avec lesquels on n'a pas vocation à discuter. Sinon, en fait, on s'en sort absolument plus. Et notre petite reco, ça va être de trouver le bon wording qui colle, donc la bonne tournure, le bon terme, qui colle avec les attentes et le niveau de sophistication de notre marché, de notre audience. Donc il y a plein de termes privilégiés, hein. Il y a la session stratégique, audit offert, éviter gratuit, hein, offert. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ce qui est offert en a et génère de la réciprocité. Donc audit offert, en anglais, on peut Échange avoir des avec un termes expert aussi. Il y en a échange avec plusieurs. un expert, etc. Donc, là, soyez vigilants par rapport à ça. Autre bon tip sur cette session stratégique, faites vraiment l'exercice d'un anti-client. Comme l'a dit Benoît, c'est ce qui permettra vraiment de bien gérer les filtres d'exclusion et d'éviter un maximum les curieux ou les personnes avec qui en fait, vous pouvez pas vous permettre de passer trop de temps pendant l'échange, voire Ouais, même échanger complètement. avec cette personne. Bon, on le met où? Moi, je l'aurais mis vraiment en Pour moi, c'est tête, celui-là. ouais, en tête, donc effectivement tête de gondole de A, ça sera le premier en A, et ben voilà, il ne manque plus Ensuite, que le S+. on va La parler newsletter. de la newsletter. Alors, la newsletter, je sais pas ce que tu en penses,
Christian, et pour moi, c'est pas loin d'être un indispensable absolu dans quasi 100% des cas. Bah, c'est sûr que quand on en comprend les rouages, quand on sait qu'on a de la valeur à amener, et normalement toutes les boîtes ont de la valeur à apporter, effectivement, ça reste un des rares moyens où vous êtes propriétaire d'une audience. Donc oui, ça, c'est, pour le coup, c'est banger, newsletter. Et là, petit aparté sur la newsletter, au-delà d'avoir un intérêt sur la partie acquisition, nous, je sais qu'en interne, on l'utilise beaucoup en nurturing sur la partie commerciale. Enfin, vraiment, c'est un des rares moyens aussi très efficaces pour rester top of mind avec vos prospects, avec vos clients. Enfin, c'est vrai que ça répond quand même à beaucoup, beaucoup d'attentes d'un point de vue marketing, quoi. C'est un format qui avait vachement le vent en poupe en 2022-2023. Il y a eu une petite ruée vers l'or, un fort momentum. Tout le monde a lancé sa newsletter. Substack a explosé et tout. C'est un petit peu passé de mode. Aujourd'hui, les gens se sont quand même bien, bien remplis la panse avec des newsletters et on reçoit peut-être un petit peu trop. Donc, il y a un travail d'écrémage qui se fait tranquillement. Vraiment, l'argent se trouve dans la base mail en B2C, en B2B, en B2B2C, peu importe. Donc, avoir une base mail engagée, c'est indispensable. Par contre, effectivement, c'est génial pour les conversions aussi, hein, aujourd'hui, nous, ça nous génère vraiment une assise de conversion qui est juste extrêmement solide et très, très régulière. Mais ça nécessite effectivement une charge de travail parce que, les gens sont de plus en plus exigeants, quant à ce qu'on leur envoie, quant à ce qu'ils consomment, et donc ça nécessite de, vraiment se donner du mal, dans ce qu'on envoie. C'est pour ça que nous, le type qu'on vous recommande, c'est d'observer un 80-20 dans votre ligne éditoriale. Donner un maximum de valeur 80% du temps. C'est-à-dire envoyer des newsletters, du contenu que vous seriez tout à fait à l'aise à l'idée de le vendre, tellement il est qualitatif. Et 20%, les 20% restants, vendez. C'est-à-dire envoyer un mail, une page de vente en fait, un pitch dans lequel vous appelez à une conversion quelconque et vous ne faites que ça. Et vous allez voir que le fait de scinder les deux vous permettre de créer d'un côté énormément de crédibilité, énormément de confiance, énormément de réciprocité et d'engagement, et dans l'autre va permettre de capitaliser sur ces attributs-là pour générer des conversions vraiment qualitatives. Et nous, ce changement-là a vraiment, vraiment tout changé. Et aujourd'hui, la newsletter, on peut dire que de notre côté, c'est vraiment notre actif principal. On ne va pas pouvoir le mettre en S. Pour moi, c'est un très bon A en revanche. Exactement. Là, il faut juste se dire que aujourd'hui, comme tout le monde est abonné à des newsletters, pour moi, il y a à peu près 3, 4 places grand max pour des newsletters pour chacun d'entre nous. Il faut se faire sa place dans ces 3, 4. Donc, il faut être pertinent, faut vraiment bien la structurer, envoyer vraiment de la valeur, que les gens trouvent ça très utile. Et effectivement, à partir de là, ça fonctionne très bien. On enchaîne? Et ben ouais, on enchaîne, hein. Partenariat. Donc là, on va bien parler de partenariat. Pour ceux aussi qui appellent ça du nearbound, donc on parle de partenariat de prescription. Donc là, on est encore une fois dans de l'acquisition. On parle pas de partenariat qui va venir structurer votre delivery, qui va venir vous aider à structurer l'ensemble ou travailler sur d'autres sujets. On parle vraiment du partenariat qui va vous chercher des leads, des opportunités, et vraiment, on va garder le focus sur ces partenariats-là. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les partenariats? Je sais pas si Benoît, tu veux commencer? Pour moi, le partenariat, c'est dans la plupart des cas, encore une fois, hein, c'est vraiment la fausse bonne idée, la plupart des cas. Pourquoi? Parce qu'on se dit: «Ouais, c'est cool, on va se mettre dos à dos, avec une boîte, on va se faire la courte échelle avec un partenaire et ça va tout défoncer». Dans la plupart des cas, ça résulte en quoi? En du défocus, parce qu'on va prendre du temps, pour le mettre en place, pour discuter, pour, calibrer tout ça, et défocus par rapport à ce qu'on était censé faire sur notre, core business. Et très souvent, en fait, on se rend compte que, bah, on n'a pas tant avancé que ça au final et que c'était pas si intéressant que ça. Parce que le partenariat, c'est vraiment un équilibre très fragile à trouver, Mm. et donc très peu de partenariats fonctionnent finalement vraiment, et si ça fonctionne à court terme, bah, on se rend très vite compte que ça périclite, et que c'est pas durable. Par contre, effectivement, quand ça fonctionne, un bon partenariat, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire la différence, et donc c'est l'impact sur la lead gen peut être colossal, mais c'est vachement plus complexe de mise en place et vachement plus Mm. incertain que ce qu'on croit. De par sa technicité, pour moi, ça reste quand même hyper intéressant. Je sais que là-dessus, on n'était pas forcément d'accord sur la notation Benoît. Pour moi, on est sur un B. On est sur un B. Après, effectivement, il faut que ce soit bien réalisé. Donc, je serais prêt à négocier un petit peu à la baisse ce, cette stratégie-là. Eh ben écoute, moi je te propose qu'on le mette, en petit B, entre B et C si tu veux? Allez,
Ça me fait plaisir. Alors, du coup, on va pouvoir continuer le cold call. Le cold call, pour le coup, bon, bah là, celui-là, il y a quand même beaucoup à en dire. Je pense qu'il y a des avis qui divergent beaucoup vis-à-vis du cold call, même si, au fond de nous, on sait l'impact et la puissance que peut avoir ce canal-là dans l'acquisition. Personnellement, moi, c'est vraiment un canal que j'apprécie énormément, qui n'a pas pris une ride, par contre, qui va demander derrière une bonne maîtrise hein, sur la partie commerciale et sur le script. Je parle vraiment du bon call call, celui qui est finalement assez rare. Je sais pas vous, mais souvent on a l'impression que on a beaucoup d'appels. Moi personnellement, j'en ai pas tant que ça. Après, je sais pas. D'ailleurs, curieux de voir, hein, parce que ça c'est peut-être un mythe hein, ou quelque chose que je me raconte, mais peut-être que finalement il y en a parmi vous qui se font harceler par du call call. J'ai l'impression qu'il y a encore pas mal d'espace à ce niveau-là, et quand c'est bien réalisé et quand la solution, en fait, elle parle à la cible, en fait, je trouve que c'est un gros banger. Je sais pas ce Je que me tu fais en un penses, peu Benoît. fonce-car moi, hein, perso, hein. Ah Je ouais? me fais un Ok. peu ah ouais, je me fais un peu défoncer quand même et vraiment par les mêmes numé j'ai un numéro qui m'appelle 4 fois par jour et je ne veux pas Ouais, donc genre vraiment j'ai mis un point d'honneur à ne pas décrocher. eh ben, on va afficher ce numéro maintenant. C'est le pire truc, tu sais. Enfin, moi, Mais ça m'est arrivé quelques mauvaises expériences, mais je trouve que c'est quand même assez rare. Après, encore une fois, c'est ouais, bien perso, sûr. hein. Non, mais alors c'est marrant parce que, chez Skelesia, en Skelésiade, donc en Mm. séminaire, on a fait ce qu'on appelle un code lenta avec Camille, Mérigon, qui organise ça aujourd'hui, pour les entreprises Qui en parce a fait que sa boîte. quand on a fait sa boîte, donc Camille Mérigon sur LinkedIn, génial, format génialissime. En fait, on s'est mis tous ensemble dans la boîte, brief sur ceux qui n'avaient jamais call collé et on s'est donné 30 minutes, pas plus, pour prendre un maximum de rendez-vous. On a généré 15 rendez-vous en 30 minutes et énorme travail, énorme cohésion, retombées, plus derrière, commercialement parlant. C'était génial. Pour moi, vraiment, le call call, heu et pas que pour moi, c'est un indispensable. Que vous soyez entrepreneur, sales ou marketeur, que vous le fassiez au quotidien ou pas, faut savoir le faire. C'est une compétence élémentaire à avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cold call, c'est la clé de la résilience commerciale, la clé de la résilience business. Parce que demain, vous vous retrouvez dans une sauce quelle qu'elle soit, vous décrochez votre téléphone, vous pouvez d'ores et déjà, Ouais. dans les quelques dizaines de minutes qui suivent, générer des opportunités et vous relancer. Et donc imaginez ce qui se passe si toute votre boîte, tous vos salariés, savent cold caller. Vous pouvez relancer une boîte qui est dans la pire des situations. Et donc pour moi, c'est un indispensable absolu. S'il y a une compétence à avoir, c'est celle-ci. L'avantage, c'est que ça coûte rien, d'autre que du temps. Ça coûte voilà, ça et de l'énergie mentale parce qu'effectivement, c'est fatigant, mais en même temps, on n'a pas signé pour, faire des trucs faciles non plus. C'est ultra formateur sur tous les plans parce que vous savez cold caller, vous savez, capter l'attention de quelqu'un en cold calling, vous savez écrire des cold emails, vous savez prospecter à l'écrit. Encore une fois, ça rend résilient comme pas possible. Par contre, effectivement, c'est chronophage et c'est très douloureux, à fortiori au début. Ça nécessite vraiment voilà, de l'abnégation. Moi, je suis tenté de le mettre en A, hein. Bah, moi, je suis en train de lui faire sa place hein, depuis tout à l'heure. Je sais pas si tu vois. En train de lui laisser une petite place au chaud. Juste ici, alors effectivement, je le mets pas en S personnellement parce que il y a encore beaucoup, comment dire, il y a quelque chose de très psychologique dans le cold call où les gens se refusent et ça on le voit hein, parmi nos clients. On accompagne beaucoup de clients sur cette partie-là et en fait la première action qu'on vient faire, c'est vraiment déjà d'enlever cette pression sur le cold call. Finalement, ça désigne beaucoup de choses par la suite, une vraie maîtrise sur son offre, l'envie de le mettre en avant auprès de ses prospects, l'envie d'en parler, de bien maîtriser ce discours finalement et d'être le plus proche de sa cible. Donc il y a énormément d'intérêt, mais pas en S parce que malheureusement aujourd'hui, sur encore une fois, hop, si on remonte ici, la facilité de mise en place, donc l'impact, la confiance, on l'a hein, depuis des années, on sait que ça fait partie des meilleurs canaux d'acquisition. Mais sur la facilité de mise en place, si on prend vraiment la partie un peu psychologique, malheureusement aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ce qui bloque énormément. Le SEA. Qu'est-ce qu'on en dit du SEA? Le SEA, c'est quoi? C'est la pub sur Google sur les moteurs de recherche. C'est au même titre que l'influence B2B quand c'est très bien fait. Le SEA, quand c'est très bien fait, c'est du pay to win. C'est-à-dire que on paye pour être proposé à une cible qui, par définition, est intentionniste parce qu'elle nous a recherché. La définition très fonctionnelle et très cartésienne du SEA. Donc, c'est génial quand c'est bien fait. Les leads, et donc, ça permet d'avoir un ROS, un retour sur investissement sur la base des dépenses très rapide quand le reste suit, hein, commercialement parlant.
Après, ça requiert quand même pas mal de budget, surtout au début, parce que, bah, le pay to win, il nécessite quand même de se débloquer un petit peu et de s'ingénierer, de s'échafauder un petit peu. Ça peut être vachement technique de mise en place. AdWords, c'est une vraie machine à gaz, et donc il y a une vraie technicité derrière et ça requiert une surveillance régulière pour être sûr qu'on se fait pas éclater sur les enchères. Pour moi, c'est, quand c'est bien fait, quand c'est bien fait et dans certains contextes, ouais, c'est un potentiel. Pour moi, ça sera pas du S. Pourquoi? Pour moi, par définition, ça peut pas être du S parce que, il y a une Bah, trop la forte phase, c'est une mise en dépendance. place, hein. Ouais, et il y a une trop forte dépendance à un GAFAM. Donc, par définition, on marche sur des œufs. Voilà. Et c'est ce qui fait que le SEO, pour moi, ne peut pas être un S non plus. Par contre, ça a un potentiel d'être un très bon A. Là, de manière plus universelle, je suis tenté, perso, de le mettre en B. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah, j'allais le mettre entre A et B, moi, tu vois, je le mettrais là. Donc, voilà. On peut peut-être Exactement. enchaîner sur les ads. Tant qu'on est sur les ads, il y a du LinkedIn Ads, il y a du Meta Ads. Je sais pas ce que Ouais, tu en penses, Benjamin. allons-y sur Meta, ouais. Allons-y sur Meta. Bah, je te laisse. Ouais, bah Meta. Alors bon, moi je sais que pour le coup, pareil, on n'était pas full raccord sur Meta Ads. Pour moi, Meta en B2B, c'est bien. Sur du low ticket, c'est pas mal. Quand on commence à grimper un petit peu, moi je trouve que ça répond pas forcément aux attentes. C'est très personnel. On l'a quand même testé aussi de notre côté. On le teste pour nos clients. Certains, ça fonctionne très très bien. J'ai l'impression que il faut pour Meta Ads, il faut passer par un subterfuge plutôt contenu et après pousser la vente dans un second temps. Assez compliqué d'aller pousser par exemple du rendez-vous commercial directement sur Meta Ads. C'est très personnel encore une fois. Peut-être, et j'imagine que pour certains d'entre vous ça fonctionne très bien. En tout cas, pour nous, et avec le recul que moi j'en ai, Meta Ads, c'est très bien pour pousser du contenu. Nous, c'est ce qu'on utilise pour aller travailler, par exemple, la newsletter, aller travailler nos archives aussi. Et là, effectivement, ça fonctionne très bien. Par contre, effectivement, dans un objectif d'acquisition un peu plus direct, je le descendrai un peu dans le classement. Pour moi, ça serait un C. Ce qui est trop cool avec Meta, c'est que comme n'importe quelle régie, quand on le fait fonctionner, on imprime de l'argent. C'est très scalable quand on sait ce qu'on fait. Targeting très qualitatif, la régie est très puissante, les algos sont très puissants pour le ciblage. Nous, ce qu'on adore faire, c'est faire des lookalikes à 1% sur des audiences très précises, des audiences qu'on a déjà engagées. Donc, typiquement, un lookalike de notre base client, un lookalike de des gens qui ont cliqué plus de 10 fois sur nos mails, Lookalike, et ainsi de suite. lookalike égale audience similaire, hein, pour ceux Audience qui n'ont similaire. pas le. Ouais. Et ça, c'est vraiment génial. Là-dessus, la régie est extrêmement puissante. Par contre, énorme machine à gaz en termes de fonctionnalité et d'interface. Ouais. Un B-, Bon, B-, allez, je vais le mettre là. Il y a de la place. Je vais le mettre là. parce que ça reste quand même un très bon canal pour nous aujourd'hui sur certains angles. Ouais. Euh, LinkedIn Ads. LinkedIn Ads. Alors, moi, LinkedIn Ads, honnêtement, on a fait un truc sur LinkedIn Ads. D'ailleurs, dites-nous si vous en faites du LinkedIn Ads aujourd'hui, de votre côté. Nous, on a fait un truc qui a vachement bien marché pendant plusieurs semaines, vraiment extrêmement bien marché, à base de coût par rendez-vous, coût par call à 18 euros. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi. Et d'un coup, ça a décroché et on ne comprend pas pourquoi. Ça fait 3 semaines que ça a décroché et voilà. Et là, c'est le calme plat. Ce qu'on faisait, c'est qu'on a tout simplement sponsorisé nos posts, les posts organiques qui ont les mieux marché. Et donc, en fait, on les a relancés en les boostant et en rajoutant un call to action. Donc, on a sponsorisé comme ça une quinzaine, vingtaine de posts avec un niveau de dépense qui était vraiment pas très élevé et ça nous générait environ une vingtaine de rendez-vous par semaine, si je ne m'abuse, entre 10 et 20 Ouais, c'est à rendez-vous peu près par ça. semaine. Il y a littéralement un mois, je vous aurais dit, franchement, A+, voire S, parce que c'était génial. Et là, depuis 3 semaines, je sais pas ce qui se passe et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Honnêtement, on fait tout bien, on n'a rien changé et d'un coup, ça a décroché. Donc, c'était vraiment pas si cher que ça. C'était très facile de mise en place. Par contre, visiblement, c'est capricieux de fou. Donc, pour moi là, aujourd'hui, c'est un C, honnêtement. Ouais, bah moi je le mettrais en B quand même, hein. Parce que c'est assez simple à mettre en place. On évite de tomber dans la régie LinkedIn. C'est pour moi un des moyens rapides quand on est en B2B de pouvoir jouer quand même sur de l'ADS sans avoir à tomber comme je dis, hein, dans tous ces gros rouages-là et cette technicité. Même si effectivement, d'un point de vue confiance, nous, alors on a vu quand même des résultats, on a vu de l'impact. Après, effectivement, ça bouge un petit peu. C'est pour ça, preneur de vos retours, hein. Est-ce que vous avez déjà travaillé de la sponsorisation ou même sur du LinkedIn Ads, vous voyez que globalement, ça reste assez stable. Peut-être que c'est pour nous. N'ayant pas vraiment tous les retours, moi, je le mettrais plutôt en B. Pour moi, c'est
très cher et en fait même ça marche pas si on en fait, si on l'appréhende comme un canal, ads, classique. Par contre, si vous trouvez ça cher et que vous avez pas de résultat, alors bon, bah, nous en ce moment, ça déconne et on sait pas pourquoi, mais bon, c'est propre à nous. Mmh. Essayez de sponsoriser vos posts organiques qui ont les mieux marché avec un CTA à la fin, le CTA que vous voulez à la fin. Je pense que vous allez être vraiment très, très surpris des résultats et des coûts. Ouais, On on peut se se dit qu'on mettre le met là? un signifie B. Allez, on va le mettre là. En Ouais, c'est reportant les excellent. filtres Sales Navigator, bah, tu peux très facilement avoir une liste de qui tu es en train de targeter avec tes ads et donc derrière, si tu veux faire une surcouche de prospection, c'est absolument génialissime. Moi, je te propose de voir ça comme considérer ça comme une transition toute trouvée vers l'outreach LinkedIn. Et ben l'outreach LinkedIn. Donc là, on parle vraiment de l'automatisation LinkedIn, hein, la prospection un peu classique que vous utilisez, j'imagine pour la plupart. Donc qu'on va travailler sur du Wallacty, du Lemlist, la grosse machine. Bref, on parle vraiment là des séquences qu'on va shooter sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il y en a à en dire? Tu veux peut-être commencer, Benoît? Très abordable techniquement. C'est à la Mhm. fois sa force et aussi une faiblesse parce que beaucoup de gens le font, forcément. Et d'ailleurs, de moins en moins, hein, j'ai l'impression, hein. Feedback loop très rapide. On a très vite du résultat ou pas. Donc très rapide, très facile à itérer, plus que du cold email pour le coup. Excellent complément du contenu parce Mhm. que, bah, tu peux prospecter, de façon un peu, tiède, les gens qui, ce qu'on appelle de l'outbound setting, qui engagent avec, ton contenu ou, qui, gravitent un peu autour de ton contenu. Ou alors l'utiliser pour aller justement adresser une cible, que tu n'arrives pas à atteindre avec ton contenu. Truc qui fonctionne très, très bien, hein. Envoyer une invitation à quelqu'un, quand cette personne l'accepte, automatiquement LinkedIn va lui recommander votre contenu pendant quelques semaines, parce qu'elle a identifié que vous étiez fraîchement connecté. Donc c'est excellent pour faire rentrer, pour targeter quelqu'un avec son contenu de façon proactive. Par contre, les limitations de LinkedIn depuis un moment font que les volumes sont très faibles, donc faut vraiment y aller de façon très chirurgicale et qualitative et ça requiert vraiment de la finesse dans le copywriting parce que, si on y va, avec les canons habituels, c'est-à-dire très dysfonctionnels, et souvent calamiteux, de la rédaction de messages, du copywriting, bah, on s'éclate les dents. Donc ça requiert de la finesse. C'est un chat, c'est pas une boîte mail, c'est pas une boîte de réception, c'est vraiment un chat, donc il faut l'appréhender comme tel. Je le mettrais en A, moi, quand même, hein, parce que, tu vois, on a quand même de très bons retours avec les clients. Pour moi, le vrai hack aussi, c'est de le tourner, voilà, comme tu as dit, hein, en mode vraiment conversationnel, de se rapprocher beaucoup de ce qu'on peut faire en setting. D'ailleurs, j'ai vu rapidement une question, là, dans le chat, la différence entre du setting et de l'outreach LinkedIn. Pour moi, le setting, c'est surtout sur des commentaires, sur des interactions qu'il y a déjà eu, il y a quelque chose qui s'est déjà créé dans la discussion. Il y a eu un commentaire sur un post, sur une vidéo, sur un contenu, etc. Les setters, de base, en plus, c'est quand même très porté B2C, ils vont réagir à ce travail-là. Donc, il y a beaucoup d'inbound, en fait, sur ce canal. Là où de l'outreach LinkedIn, lui, on est plutôt à envoyer des campagnes sur des audiences plus ou moins froides pour aller travailler un message. Par contre, et nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on a réussi à mixer le setting avec l'outreach LinkedIn, ce qui en fait un peu ce qu'on va appeler de l'outbound setting. On va utiliser les codes très conversationnels du setting dans une stratégie d'outreach LinkedIn qui, elle, est vraiment est automatisée et qui nous permet d'adresser une audience froide. Et pour le coup, là, on arrive vraiment à des choses ultra, ultra intéressantes. Moi, je serais tenté, moi, je le mettrais en A sans hésiter s'il y avait plus de volume. Si on pouvait envoyer plus C'est que sûr dix, que ouais. quinze invitations par jour. Moi, je suis tenté de le mettre en B+, quoi. Vraiment à la Ouais, limite du A. ouais, c'est vrai que Parce pour cette partie-là, effectivement, c'est quand même limitant pour ceux qui recherchent un peu plus de volume. Ou alors, faut jouer avec 10 000 comptes, hein, forcément. Donc, ok. Bah, écoute, je sais que tu as fait une petite impasse sur la partie ads, donc, et ensuite, moi, je te propose qu'on attaque le lead magnet, LinkedIn. allez, exactement. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une petite, un petit âge d'or. Alors, lead magnet, c'est quoi? C'est contenu contre commentaire. Commente, un post, commenter, voilà le truc que j'ai produit, commenter, intéressé, commenter, flan aux olives et je vous l'envoie. Quand ça marche bien, quand c'est bien fait, la viralité est folle. Nous, on a déjà eu des lead magnets à 2000, plus de 2000 commentaires. C'est indécent. Il y avait eu un énorme âge d'or entre 2019 et 2021 avant que ça s'essouffle. Et là, il y a de nouveau, il y a un énorme regain du lead magnet. Et moi, c'est ce qui va faire, à mon sens, aussi un point de vigilance. C'est ce qui va constituer un point de vigilance quant à la potentielle ruée vers l'or qu'on observe déjà de la combine, en fait. On voit
un petit peu, on voit se produire déjà un peu ce qui se produisait en 2021 et qui a accéléré sa décrépitude, c'est-à-dire que les gens se mettent à faire des lead magnets pour tout et n'importe quoi et que le niveau moyen de ce qui est proposé est calamiteux et qu'au final, les gens se lassent du format parce que on se met à leur envoyer, on à leur promettre monts et merveilles pour au final leur délivrer Mmh. de l'AD. Donc, moi, ce que je recommande, c'est un autre truc qui est très cool, c'est que c'est idéal pour le setting, parce qu'on génère un très, très grand nombre de commentaires et donc derrière, c'est du pain béni, on en a pour plusieurs Mmh. semaines, et ça génère des opportunités. C'est un excellent laboratoire aussi de créa pour l'Ads, parce qu'un lead magnet qui fonctionne en organique, non seulement vous savez que ça fonctionnera en Ads si vous le délivrez à une audience, votre audience, privilégiée, mais aussi, en fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut en termes de créa visuelle et de copywriting. Moi, pour moi, c'est du A, hein. Ouais, ouais, moi je le mettrais en A+. C'est vraiment la méta, en tout cas aujourd'hui sur LinkedIn. Et d'ailleurs, profitez-en pour télécharger parce que on est encore sur un niveau de qualité hyper intéressant aujourd'hui sur les lead magnets proposés sur LinkedIn. Là, je prêche pas que pour notre paroisse, hein, mais je parle aussi pour ceux qui vont mettre en avant certains contenus aujourd'hui sur LinkedIn. Donc pour moi, effectivement, je le mettrais en tête de liste du A à côté du call call. En tout cas aujourd'hui. Ouais. Alright. Yes, ça me va, ça me va. Ensuite, les événements IRL, les événements physiques, les salons. Les salons. Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'on est un peu biaisé parce que nous, on est assez peu actifs à ce niveau-là et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous parle énormément. On sait que pour certains, ça fonctionne très bien, notamment pour du grand compte ou c'est ou sur des boîtes très nichées. Donc effectivement, c'est vraiment très idéal pour du gros ticket. Pour le compte management aussi, rencontrer ses clients, surtout quand on est souvent que en distanciel, hein. On voit l'impact des salons sur des fintech aujourd'hui, sur du Salesforce, sur du HubSpot, sur du Conto, Spendesk, qui ont des places en fait assez importantes sur les salons, parce qu'en fait derrière, en termes de compte management, en termes de présence, c'est vrai que ça a un réel impact. Pour nous, en acquisition, c'est quand même chronophage. Le type sur de l'événement IRL, c'est de les préparer, vraiment de les préparer, de se faire accompagner si encore une fois vous savez pas le faire, mais vraiment de les préparer. Un événement, il se gagne avant l'événement, c'est-à-dire qu'on prépare les rendez-vous, on sait avec qui on échange sur le salon, on n'attend pas que les personnes passent devant le stand. J'ai pas grand-chose à ajouter honnêtement, si ce n'est d'être ultra sélectif et de les préparer, ouais, effectivement à fond. Enfin, c'est très chorégraphié et bien plus que ce qu'on peut penser. Pour moi, c'est du C ou du D, hein, c'est du D, hein, pour moi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, après, on est dur avec les termes médiocres et tout, hein, comme je vous dis, hein, c'est vrai que ça fonctionne, mais il faut vraiment pouvoir le maîtriser, donc c'est encore une fois notre avis. On va parler du content platforming. Alors, qu'est-ce que c'est les content platforming? C'est tout simplement le fait de rassembler son contenu existants pour en faire une plateforme à part entière et créer un nouveau type de contenu, c'est-à-dire une interface, un produit privilégié, un peu comme un Netflix interne. Nous, chez nous, on appelle ça les archives. On a lancé ça et ça, franchement, c'est vraiment, ça fonctionne vraiment bien. Il y a plein d'avantages à faire ça. Déjà, c'est le contenu evergreen par excellence parce que c'est un contenu qui est un agrégat de contenu que vous avez déjà produit et que vous continuerez de produire et qui donc constitue une proposition de valeur à part entière. Exemple typique qu'on a fait, tous ces lives-là, on les agrège en mode content platforming en une plateforme de e-learning qui a sa propre proposition de valeur. C'est-à-dire 10 heures de cours cumulés pour révolutionner, pour booster votre marketing, pour augmenter votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est un truc qu'on peut décliner à l'infini. Ça permet de revaloriser systématiquement du contenu dans lequel vous investissez du temps, l'énergie, de l'argent. La qualité des leads est très élevée parce que la proposition de valeur est élevée, donc ça permet de demander beaucoup d'informations. Ça se distribue par définition, vu que c'est du evergreen, ça se distribue en continu sur les plateformes et de plein de manières différentes. On peut le distribuer en ads, en contenu organique, etc. Mais on peut le distribuer soit en intégralité, c'est-à-dire distribuer la plateforme en tant que telle en mode appel à l'action, soit distribuer un pan, un contenu donc sur la plateforme, et donc ça donne une énorme versatilité d'angle sur lequel on peut aller distribuer ça. Bah, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait depuis quand même un certain temps, donc on a pas mal de retours. Là, le bon tips aussi à donner là-dedans, c'est ne mettez pas de grosses technicités donc du content platforming. Il y a des outils no-code qui le permettent assez aisément. Et après, même titre que la newsletter, hein, ça permet vraiment d'avoir sa propre base de données. Donc, c'est quand même très, très utile sur la partie acquisition. Donc, pour moi, je le mettrais en A. Vraiment, pour le coup, ça prend pas non plus énormément de temps. Ça permet de centraliser toutes les informations qu'on amène. Pour moi, Ouais. c'est un A. Le A, allez, on est parti sur le A. Allez. Et le dernier, le dernier der.
Alors attends, on en a même deux. On a le posting LinkedIn et le live Ah LinkedIn. oui, pardon, posting LinkedIn, je l'avais oublié. Mais posting LinkedIn, bah, c'est simplement le fait de poster sur LinkedIn. Ce qui est cool avec ça, c'est que le feedback loop est très rapide. Alors là, je parle en connaissance de cause et en même temps en étant très biaisé parce que bon, vous savez que je publie pas mal. C'est ultra versatile, on peut tout faire avec, on peut distribuer du contenu exogène, faire du setting, enfin, l'utiliser comme rampe de lancement pour le setting, on peut l'utiliser comme préchauffage pour sa prospection. Le niveau de compétences requis est de plus en plus bas de par toute la templatisation qui commence à émerger, de par le fait que ça reste de l'écrit, donc c'est beaucoup moins fastidieux en termes de maîtrise que de la vidéo, par exemple. Et par contre, le petit bémol, c'est que c'est de plus en plus concurrentiel. La solution à ceci étant que, parce que pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que qui dit concurrence dit qu'il y aura de plus en plus de contenu de qualité, donc il y aura aussi de plus en plus de gens sur LinkedIn qui vont consommer du contenu, parce que le contenu va être de plus en plus qualitatif. Donc l'opportunité, c'est que il y aura finalement de plus en plus de demandes. Par contre, la solution à ça, c'est de vraiment, et ça c'est mon tips pour la production LinkedIn, pour le contenu LinkedIn, c'est de vraiment être très raccord quant au jeu auquel vous jouez. Est-ce que vous jouez à un jeu de personal branding d'influenceur, en fait, où votre objectif c'est de faire du reach et de la visibilité? Est-ce que vous jouez à un jeu de leadership d'opinion où l'objectif c'est d'être identifié comme tête de proue d'une thématique, où en fait votre métrique phare c'est le nombre d'invitations en tant que speaker que vous recevez, en fait, ou dans des podcasts? Et le dernier, c'est objectif business, objectif entrepreneurial. Votre objectif, c'est de parler à vos clients potentiels et de générer du résultat commercial. Et ça, c'est votre KPI. Nous, pour le coup, c'est là-dessus qu'on se positionne auprès de nos clients et on leur fait publier du contenu pour jouer à ce jeu-là entrepreneurial. On a un kit, on a une méthode avec une trentaine de posts LinkedIn qui sont templatés, qui leur permettent de générer très rapidement des résultats et des résultats qui surperforment par rapport à ce qu'ils publient habituellement. Et on est super fiers de ça. Pourquoi? Parce qu'on les réaligne quant au jeu auquel ils jouent et on leur fait pas on leur fait pas pourchasser de la visibilité pour de la visibilité. Donc le posting LinkedIn, pour moi, c'est du S. Ouais, bah écoute, d'accord. Et en plus, là, effectivement, là, je mets aussi pour moi, c'est du S, hein. Je mets aussi l'accent sur, on est biaisé, mais pas tant que ça, dans le sens où là, nous, on vous vend pas du ghostwriting, on n'a aucun intérêt à vous pousser plus fortement que les autres sur LinkedIn, parce que je sais que forcément, il y en a beaucoup qui disent, OK, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça marche vraiment? Pour nous, ça marche. Pour nos clients, ça marche. On ne fait que le recommander parce que forcément, on joue sur LinkedIn, sur la prospection. À un moment donné, ça fonctionne et ça marche dans l'équation. Et vous allez voir qu'il y a une vraie synergie à créer là dans ce qu'on est en train de préparer côté S pour que ça fonctionne. Et Et le dernier, le dernier, live LinkedIn. Alors exactement, la mise en abîme est folle. Euh, gros truc très cool avec gros point fort du live, ce format-là, c'est la proximité de l'audience. Là, on est en train de discuter avec vous, c'est trop cool, c'est super interactif, on a vos feedbacks en temps réel. C'est comme Twitch en fait. C'est niveau conversion, c'est trop bien. Ça permet de vraiment générer en fait au-delà des conversions, des conversations très qualitatives et c'est ça qu'on aime. C'est très facile de mise en place. Nous, on utilise un StreamYard, super simple de mise en place, bien plus facile que de la vidéo en tant que telle. Le repurposing derrière est très simple, c'est très facile de reconditionner ça en replay, en podcast ou quoi. La distribution est très simple aussi. Moi d'ailleurs, c'est ma reco, hein, c'est la clé d'un live, c'est de le distribuer à nauseam, de pas hésiter à en parler tous les jours, de tous les jours la semaine qui précède pour avoir un maximum de monde. Live LinkedIn, ce qui est très cool aussi, c'est que c'est hébergé sur LinkedIn et donc LinkedIn, à l'inverse d'un webinaire, va se charger lui-même de recommander le contenu et vous allez bénéficier d'un appel d'air algorithmique plus ou moins fort, ce que vous n'aurez pas avec un webinaire sur Zoom par exemple. Donc pour moi, le gros avantage du live, c'est celui-ci. Très fort ROI quand c'est bien fait et c'est très facile à bien faire. L'objectif, c'est tout simplement d'apporter énormément de valeur pendant le live et à la fin de proposer un petit appel à l'action pour recevoir encore plus de valeur. Le seul bémol que j'aurais par rapport à ça, c'est que pour en avoir fait pas mal là ces derniers mois, il faut s'attendre à ce que ça floppe par moment et c'est pas grave. Il y aura des lives qui vont surperformer, d'autres qui vont moins performer, c'est pas grave. pour moi, c'est un vrai S, hein, le live LinkedIn aujourd'hui, hein. Ouais, c'est un S. C'est un S, c'est un C'est S. un vrai S, c'est un vrai S et effectivement,
Il y a beaucoup de choses à en faire. Voilà, il se parfait idéalement avec aussi tout ce qu'on met en place sur LinkedIn. Donc, encore une fois, là, c'est toute une stack qu'on met en place qui permet vraiment d'arriver à des résultats incroyables hein, d'un point de vue Mmh. acquisition. L'énorme erreur, c'est de se jeter corps et âme dans un canal sans savoir exactement à qui on s'adresse, sans avoir défini non seulement d'un côté son client idéal, donc le client avec qui on doit absolument discuter, et surtout son anti-client. La secret sauce des boîtes qui cartonnent, c'est des boîtes qui savent exactement avec qui elles ne doivent surtout pas travailler et qui font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas les signer et les éloigner le plus possible. Donc un kit qui va vous apprendre le S+, c'est tout simplement le fait de faire travailler les 3 S en synergie. Le fait de poster, de créer un triptyque entre le fait de poster du bon contenu sur LinkedIn qui va vous permettre de générer de la crédibilité, de générer un maximum d'inscriptions sur vos lives LinkedIn et ensuite d'utiliser le setting pour générer un maximum de conversations à la fois sur le posting. On pourrait en faire un diagramme de Venn en fait. C'est, à mon sens, un indispensable que 100% des boîtes B2B en 2025 doivent mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est juste trop puissant. C'est juste beaucoup trop puissant. Et on aurait adoré avoir un seul canal en S plus tiers. L'avantage, c'est qu'il est sur tout se passe sur LinkedIn. Donc en fait, on pourrait dire que le S+, encore une fois, en 2025, c'est avec LinkedIn. Hein. Mm. Heureusement, malheureusement, je sais pas. Mais voilà, à notre sens, le S+. On est sur des classiques, mais qui fonctionnent très très bien sur le B2B. Donc n'hésitez pas, si vous avez un besoin, de pouvoir échanger avec nous, de voir comment on pourrait vous aider. Et puis voilà, on vous souhaite tous une bonne année 2025. On vous prépare du très lourd. Ciao. Ciao tout le monde!